il va y avoir ce rapport avec ce client terrible. Elle va hurler, elle va pleurer, elle va saigner. Et lorsque le client mécontent va finalement quitter les lieux, Danielle Paulette va injurier Valérie. Et là, c'est pas possible. Et là, elle agit en pilote automatique, elle prend l'arme et elle lui tire une balle dans la nuque. Et Danielle tombe mort. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Je reçois aujourd'hui maître Nathalie Tomasini. Bonjour maître. Bonjour. Alors vous êtes avocate spécialisée dans la lutte contre les violences intrafamiliales et toute forme de harcèlement et vous avez défendu de nombreuses femmes victimes de violences conjugales. Et donc aujourd'hui vous venez nous parler de votre carrière et des dossiers qui vous ont marqué. Donc déjà pour commencer, comment cette vocation de défendre des femmes victimes de violences est-elle née ? Alors en fait c'est un cheminement. C'est vrai que j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde du droit des affaires. Donc rien à voir avec la défense des victimes, mais à travers le début de ma profession, lorsque j'étais jeune avocate, j'ai été harcelée par mes maîtres de stage, harcelée sexuellement parlant. Et j'ai compris très vite qu'une femme dans tous les domaines de la société était considérée très rapidement par les hommes comme une proie. La preuve en est que, indépendamment de mes maîtres de stage, certains clients refusaient finalement de me confier leur dossier parce que j'avais moi-même refusé de partir en week-end avec eux. Ah oui, d'accord. Donc ça a commencé très tôt. Et puis en moi, j'avais toujours ce sentiment qu'une fille, c'est aussi bien qu'un garçon. Puisque moi, je suis issue d'une fratrie de 3, je suis l'aînée et j'ai eu 2 frères. Et très souvent, il m'a semblé que les garçons avaient peut-être plus d'ouverture et de permission et que une fille se devait de parler calmement, d'être douce, généreuse. C'était donc des qualités qu'on ne demandait pas forcément à mes frères. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et pour moi, le genre ne devait pas déterminer la façon dont on devait être, la façon dont on devait choisir ses objectifs de vie. Et j'avais ça en moi. Donc ça a commencé comme ça. Par ailleurs, je suis balance et j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait une justice équitable pour tous ceux qui n'avaient peut-être pas les mêmes droits dans la société que les autres. Ça a commencé comme ça, donc très jeune. Et puis, j'ai perdu progressivement le sens de mon activité professionnelle lorsque j'étais dans le droit des affaires. J'étais très éloignée de l'humain puisque je travaillais notamment avec des syndics de copropriété et des bailleurs sociaux et j'étais la petite sorcière puisque finalement ma mission consistait à expulser de pauvres gens qui n'arrivaient pas à payer leur loyer ou d'attaquer certains copropriétaires qui avaient également du mal à payer leurs charges de copropriété. Donc tout cela me pesait énormément. J'avais donc le rôle de la méchante et j'étais l'avocate de gros groupes finalement qui oppressaient les plus faibles. Donc j'avais perdu le sens de cette activité. Moi, je m'étais engagée dans l'avocature pour être un petit peu la défenseuse de la veuve et l'orphelin. C'était mon idée. Et finalement, j'exerçais dans un domaine qui était contraire à mes valeurs. Ouais, humainement, ça collait pas, quoi. Non, humainement, ça ne collait pas et j'ai voulu faire autre chose. Donc j'ai quitté la robe hein, à un moment donné de ma carrière. Je me suis fait omettre du barreau pour devenir
directrice juridique, là encore, d'un gros groupe financier, puisque j'étais dans le domaine du droit immobilier, Ouais. pour créer des fonds d'investissement. Et j'ai pensé que peut-être de l'autre côté de la barre, en étant juriste, ça serait plus simple. Et puis j'étais devenue maman Mmh. et j'avais besoin d'avoir des horaires un peu plus flexibles. Et là encore, bon, ma vie privée a un peu entrechoqué ma carrière parce que je suis devenue maman, mais solo. D'accord. Donc j'ai élevé seule mon bébé, parce que, j'ai été, entre guillemets, «quittée», par le père de l'enfant, lorsque j'étais enceinte. Ah oui. Donc quelque part, j'ai été un peu ma première cliente. Ouais. Et j'ai d'ailleurs, engagé une action à l'encontre du père et cetera. Dans le cadre de mon rôle en tant que, directrice juridique, en entreprise, je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et que le monde de l'entreprise était encore plus oppressant, Mmh. pour une femme. Donc j'en étais là, de mes réflexions lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir ma future associée et nous nous sommes, finalement parlé de nos vies respectives, à la fois de femmes et d'avocates, Mmh. pour en venir à conclure que le monde était, très compliqué, pour les femmes d'une manière générale et même pour nous qui avions pourtant, une personnalité, trempée, Mmh. forte, et qui avions, une indépendance, financière. Et même pour nous, c'était compliqué dans ce monde finalement, qui était, patronné, par le patriarcat. Oui. De là est venue peut-être aussi l'idée qu'il y avait une nécessité à créer, des structures, qui s'occuperaient précisément de défendre les intérêts des femmes et notamment des femmes victimes de violences, physiques bien sûr, mais aussi Mmh. psychologiques. Est intervenue dans le même temps, c'était donc en 2010, une loi, la loi du 9 juillet 2010, qui, érigeait les violences psychologiques en délit. C'est-à-dire qu'on s'est dit: «Tiens, pour une fois, on va pouvoir faire renvoyer son conjoint devant un tribunal correctionnel pour le faire condamner parce qu'il y a eu des violences psychologiques, des injures, des Mmh. menaces et des termes dénigrants». Donc tout ça nous a parlé et on s'est, mis en charge de créer tout d'abord un site internet, ce qui était aussi une nouveauté il y a 15 ans, Ouais. pour les avocats. Un site internet qui promettait, il y avait une forme de promesse, qui promettait aux femmes, 1 de les écouter, Mmh. 2 de les accompagner et 3 de les défendre. D'accord. Vis-à-vis donc des auteurs, de leurs conjoints ou de tout homme, qui, les violentait. Et on a mis ce site internet en ligne, c'était en novembre, 2010 et quelle ne fut pas notre surprise de voir l'affluence des appels téléphoniques et de toutes ces femmes en souffrance. Ouais, il y avait un vrai besoin en Il y fait à ce avait un moment-là. vrai Ouais. besoin et ça a été la création de ce cabinet d'avocats entièrement dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et à ce moment-là, c'était le premier ou il y en avait d'autres en Non, France, c'était vraiment le premier. D'accord, OK. On a eu ce cabinet qui était totalement précurseur. Et votre associée, avant que vous fondiez ensemble ce cabinet, elle Elle était en droit exerçait commercial, d'accord. Ah oui, donc en plus, vous en étiez un droit petit des peu dans la même, sociétés, ouais. absolument. Moi en droit D'accord, immobilier, elle en droit des sociétés, donc strictement rien à ouais. voir avec cette activité on a vraiment créé cette Mmh. activité. C'est-à-dire que l'activité de défendre les femmes contre les violences conjugales, et même les violences conjugales en tant que telles, on Mmh. n'en parlait pas. Oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé à travailler, dans un cabinet de droit de la famille, suite à mon expérience en entreprise que j'ai vite quittée et je me suis réinscrite au barreau, en commençant à travailler comme collaboratrice chez une conso, parce que j'avais vendu ma clientèle d'administrateur de biens. Mmh. Donc j'ai recommencé par la petite porte en me disant: «Là, dans le droit de la famille, je vais m'occuper là de ces femmes qui Mmh. ont besoin de moi». Et lorsque j'ai commencé à travailler en droit de la famille, je me suis rendu compte que tous les confrères et les consoeurs ne souhaitaient absolument pas,
défendre ce domaine d'activité qui était les violences conjugales. Elle ne voulait pas en parler parce que c'était des dossiers beaucoup trop chronophages. Mmh. Et cette consoeur me disait: «Mais non, mais enfin, qu'est-ce que tu vas t'embarquer donc des divorces pour faute? Ça va être très long. Les magistrats n'en veulent pas, on ne veut pas en entendre parler. Il faut que les clients tournent la page et qu'elles se séparent très vite, notamment dans le cadre d'un consentement Ouais. mutuel». Ah oui. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. Oui, parce que caractériser chaque infraction, je suppose que c'était très long, à la fois pour l'avocat, puis ça faisait traîner les procédures, c'est Oui, peut-être et pour ça puis aussi? il y a une écoute, Ouais. à avoir où on est à la frontière entre l'avocature et le côté psy. Mmh. Donc ça, tous les avocats, n'ont pas envie, n'ont à la fois pas envie et n'ont peut-être pas, les capacités Oui aussi. à, gérer ce type de contentieux. Il faut faire vite, il faut facturer vite, et puis, finalement, ce qui compte, c'est de, classer un dossier le plus rapidement possible et c'était pas du tout, le sens que je voulais donner, Oui. là, pour le coup, à cette nouvelle activité et j'entrevoyais que, il y avait un véritable manque dans la société qui était la nôtre à l'époque, il y a 15 ans et je ne me suis malheureusement pas trompée. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, on voit bien, c'est une tâche qui est colossale et justement, enfin, on en parlait, les féminicides, aujourd'hui, il y en a un tous les 3 jours. Alors maintenant, ça a augmenté. Ça a augmenté? En 2025, il y en a Mmh. un tous les 2 jours. D'accord. Oui, parce que je crois qu'on est, déjà à, 88, féminicides depuis le début de l'année. Mmh. Donc effectivement, vous avez raison, les statistiques classiques, c'est une femme sur tous les 3 jours Oui. qui tombe sous les coups de son conjoint violent. Et là, en 2025, on est à une femme tous les 2 jours. Et justement, c'est un travail, alors forcément les violences conjugales amènent au féminicide et vous, c'est comment vous appréhendiez toute cette charge de travail? En fait, je n'appréhendais pas, j'avais une envie viscérale qui était, d'aider ces femmes Mmh. et de changer, de paradigme de société. Comme je vous l'ai dit, viscéralement, j'ai toujours eu un besoin, de justice, d'équilibre dans cette société, et donc j'ai fait mien ce combat, pour une société plus juste. Mmh. Oui, c'était vraiment une vocation, Oui, presque on peut c'était une parler de ça. vocation. Ouais. On peut appeler ça comme ça, absolument. Et donc, rapidement après la création de votre, cabinet, vous avez une première affaire médiatisée. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Donc c'est l'affaire Alexandra Lange, c'est Oui, bien ça? c'est l'affaire Alexandra Lange. En fait, très vite, mon premier cabinet avec cet associé a été fondé en 2011. Mmh. Et très vite, en 2012, on a le référent, donc d'une jeune femme, le référent, dans le centre dans lequel elle est hébergée, qui nous contacte, en nous expliquant, une histoire, totalement hors du commun, où une jeune femme, de 30 ans environ, a été contrainte, de se défendre, d'un conjoint hyper violent qui tentait de l'étrangler, Mmh. et lui a planté un couteau dans la gorge, un couteau de cuisine, pour, finalement se défendre de l'agression, et du fait qu'elle aurait pu mourir, d'un étranglement de la part de cet homme. Cette femme, avait, 4 enfants, 4 jeunes enfants, et donc ce référent nous contacte en nous disant: «Voilà, je voudrais vous confier la défense de cette femme. Est-ce que vous acceptez de prendre ce dossier?» Et tout de suite, on a dit oui, bien évidemment, parce que pour nous, c'était un cas patent et caractérisé de légitime défense. Oui. Heu et j'ai compris très vite, que dans cette société, pour pouvoir envoyer un message, il faut se servir de la presse et immédiatement, je me suis dit que c'était une affaire qui méritait, qu'on regarde, que tous les projecteurs sociétaux, soient, inclinés, sur ce dossier pour mettre en lumière la réalité des violences Mmh. conjugales
et leurs conséquences, c'est-à-dire les féminicides et les tentatives de féminicide. Mmh. Et cette femme, en aucun cas, pour moi, ne pouvait être condamnée par cette société qui ne l'avait pas protégée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé au culot. Donc 7 à 8, cette fameuse émission phare, notamment de l'époque, mais qu'il est encore. Mais à l'époque, c'était, à mon sens, il y avait un impact conséquent et un audimat très, très important. Je les ai appelés au culot parce que je débutais totalement à la fois dans ce domaine d'activité et à la fois sur le plan médiatique et sur mon relationnel avec les Oui, journalistes. tout à fait. Et donc je les ai appelés et j'ai envoyé l'ordonnance de mise en accusation en disant voilà une affaire qui mérite d'être vue par le public, par la société dans son ensemble, parce qu'il va se passer quelque chose d'important dans cette affaire. Je crois en l'innocence, pas vraiment, parce elle a été déclarée coupable, Oui. mais elle a été finalement, Alexandra, acquittée au bénéfice de la légitime défense. Donc, je savais en tout état de cause que cette femme ne pouvait rien faire d'autre que se défendre et que si elle n'avait pas tué cet homme, c'est elle Oui. qui aurait été sur une table d'autopsie. Donc, j'ai vendu ce sujet en pensant que ça allait être une affaire choc qui allait pouvoir, en tout cas, réveiller les consciences. Ouais. Ça s'est passé de cette manière-là. Il y avait évidemment ce que je n'avais pas prévu qui a été le plus, c'est que l'avocat général, Luc Frémiot, Mhm. a lui-même, et avant même que l'on plaide la légitime défense qu'on avait cependant évoquée avant que lui-même demande l'acquittement, Oui. puisqu'on doit poser cette question préjudicielle avant Mhm. de plaider. Luc Frémiot, avocat général, donc avocat de la société, qui est là pour requérir une condamnation à l'encontre de l'accusée, Ouais. en l'occurrence Alexandra, et bien pour le coup a demandé son acquittement. Et donc ça a été un coup de tonnerre magistral parce que c'était du jamais vu. Donc il y a eu un écho fabuleux dans toute la presse, dans le monde. Enfin, ça a été un coup de tonnerre et je dois dire un coup de tonnerre pour nous aussi, Ouais. à la fois dans le bon sens et en tant qu'avocate, il nous enlevait notre plaidoirie. Oui, bah oui, complètement. Et c'était très compliqué. Vous y attendiez pas du tout Pas à ce du qu'il tout. plaide. Ouais. Non, pas du tout, du tout, du tout. Pourtant, comme ça se fait dans les affaires d'assises, on va toujours saluer l'avocat général en Mhm. tant qu'avocate de la défense. Et lorsqu'on était allé le saluer et lorsque l'on était allé le saluer et évoquer ce qu'on allait plaider, à ouais. savoir la légitime défense, il nous avait répondu euh, et ça nous avait intrigués à l'époque. Il nous avait répondu je ne serai pas très éloignée de vous dans mes réquisitions. Ah oui. Et donc, bien évidemment, on n'a pas véritablement compris qu'il allait solliciter un acquittement. Oui, peut-être une belle forme de ferme. clémence Ouais. dans ses réquisitions. Mhm. Et ça, c'était au début de l'audience qui vous a dit ça? Oui. D'accord, au début des Oui, parce que vous aviez, on avait 3 jours d'audience de mémoire. Et en fait, c'est le premier jour où on va le voir pour se présenter Ouais. et échanger comme, on va dire, des joueurs de tennis qui se serrent la main avant de commencer leur match. Voilà, ça se fait dans le monde judiciaire également. Et bien sûr, comme les autres, nous avons été complètement surprises. Alors évidemment, très heureuse pour notre cliente, mais comme je vous le dis, très difficile de reprendre la parole
derrière l'avocat général qui vient de requérir un acquittement. Oui, Et d'ailleurs, l'ensemble des autres confrères, parce que nous n'étions pas les seuls, hein, il y oui. avait également l'avocat du père, Oui, la partie civile. l'avocat du Ouais. père, il y avait l'avocat des enfants, du mandataire ad hoc. Il y avait d'autres confrères qui étaient tous masculins, du reste. Et nous étions les deux seules femmes. Et ces avocats, ces confrères, nous ont dit, bah non, vous n'allez pas plaider, ça sert à rien. Bah oui, mais c'est pas comme ça que. Et en fait, c'était intéressant parce que dans une cour d'assises, vous avez toujours un effet systémique. Mhm. Et on avait le sentiment que, comme Alexandra Lange, ils allaient nous priver et nous supprimer nos mots à nous et Mhm. notre parole. Et on s'est dit, jamais de Ouais. la vie, on ne se fera pas taire, on ne laissera pas les confrères nous enlever nos mots et notre parole, Mhm. et on le fera pour Alexandra, Ouais. pour la faire parler à travers nos mots et raconter son histoire. Et donc on a plaidé et on a sollicité bien évidemment le bénéfice de la légitime défense, en expliquant qu'on était complètement dans le cadre de la définition classique de la légitime Oui. défense. Oui, parce qu'il faut revenir là-dessus. Voilà, à savoir un acte d'attaque, Mhm. un acte de défense dans le même temps Mhm. et une proportionnalité des deux actions, acte d'attaque et acte de défense. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que le fait que le procureur plaide la légitime défense était inattendu parce qu'elle a utilisé un couteau Tout à et fait. lui était avec ses mains, donc il n'y avait pas de proportionnalité. Tout C'est à bien fait. ça. Et Tout à vous, fait. vous avez plaidé donc que c'était quand même une légitime défense. Mais au fait, c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, Mhm. mais dans le cas d'Alexandra Lange, on avait quand même une concomitance certaine des deux actions. Et il y avait un tel passif chez cet homme de violence Mhm. que le fait qu'il tente de l'étrangler, on pouvait considérer qu'elle allait mourir. Ouais. Et en fait, il n'y a eu qu'un seul coup de couteau, un seul, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas du tout acharnée sur Oui, c'est de la lui. défense pure et dure. Pour le C'était de coup. la défense pure et simple. Ouais. Euh, et, euh, et donc, la légitime défense est passée. Et elle était assez proche de la définition classique de la légitime défense. Mais vous avez parfaitement raison de dire que s'il n'avait pas été convaincu par la personnalité d'Alexandra Lange, qui était vraiment une femme soumise et sous emprise, et par la personnalité démoniaque du conjoint d'Alexandra Lange, jamais il n'aurait requis l'acquittement. Mhm. Parce que le critère de proportionnalité n'était pas si évident que ça. Et oui. Surtout que si on rajoute à l'histoire le fait que le père et la fille avaient quand même maquillé la scène de crime. Ah oui, c'est vrai, c'est passé ça aussi. Voilà, c'est-à-dire que le père, loin de ne pas connaître finalement les textes, Ouais. a de lui-même estimé qu'il fallait mettre un couteau dans la main de la victime, en l'occurrence l'agresseur, mais la victime d'Alexandra, donc son conjoint, pour qu'il y ait une proportionnalité, puisqu'elle-même l'avait tué avec un couteau. Mhm. Et ça, évidemment, les enquêteurs et les expertises vont démontrer, vont savoir, et puis les auditions Mhm. et les confrontations vont permettre de mettre à jour le fait qu'il y avait eu maquillage de la scène de crime. Oui, parce qu'une fois qu'elle a commis, qu'elle a donné ce coup de couteau, Voilà, elle a appelé son père. Elle a appelé son père et son père s'est rendu compte qu'il fallait faire autrement, Ouais. que sinon sa fille risquait d'être accusée. Et d'ailleurs, le père sera condamné pour cela à 6 mois. 6 mois avec D'accord. sursis. Ok. Mais il y a eu quand même une condamnation. Donc, si vous voulez, dans une affaire d'assises, c'est jamais noir et blanc. Il y a toujours quelques zones grises. Et oui. Donc, en tout cas, les jurés ont été convaincus
du fait que cette femme ne pouvait rien faire d'autre Mmh. et qu'il fallait malheureusement qu'elle en arrive à cette extrémité qui n'a même pas été pensée, qui a été un réflexe de survie et que sinon, c'est elle qu'on aurait retrouvée morte et en fait, étranglée dans la Ouais. cuisine. Elle était victime de violences depuis combien d'années? Elle était victime de violences, depuis, une vingtaine d'années puisqu'elle s'était, mariée avec cet homme, elle était mineure, D'accord. elle avait 17 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, Donc elle avait quasiment toujours connu que ça, enfin oui, c'était voilà. Donc d'accord. j'exagère parce que je pense qu'elle avait peut-être, un peu plus de 30 ans, donc peut-être pas 20 ans, mais, bien Une bonne 15 quinzaine ans, d'années. voire, 17 ans. D'accord. Mmh. Et peu pas beaucoup de temps après, vous défendez, Jacqueline Jacqueline Sauvage, Sauvage et oui, là, en ce principe, 2016, donc on est ouais, 2012-2016. donc quand même quelques années après, Oui. là, le principe de légitime défense sera un petit peu plus compliqué à mettre en Tout place. à fait, puisque, en fait, le conjoint de Jacqueline Sauvage, au moment des faits, était de dos, Mmh. et qu'elle lui a tiré, donc 3 balles, Mmh. de carabine, dans le dos. Alors juste, si on peut résumer un petit peu l'affaire, Mmh. comment vous entendez parler de Jacqueline Sauvage? Comment vous êtes mise en Oui, relation? alors, là, justement, il y a un lien, compte tenu du fait que notre cabinet était connu de par, l'affaire Alexandra Lange. Mmh. Lorsque, Jacqueline Sauvage, en première instance, a été condamnée à 10 années, de réclusion, elle était alors défendue par un autre confrère, D'accord. un homme. Et lorsqu'elle a été condamnée, la presse nous a contactés pour nous demander, en tant qu'experte, notre avis sur cette condamnation. D'accord. Donc il y a eu, des interviews, notamment à l'époque, je me souviens à iTélé, et d'autres médias où effectivement nous avons estimé que la peine, était très lourde, Mmh. et qu'elle ne méritait pas, finalement, d'aller, en détention, puisqu'elle était victime et alors elle, depuis, 47 ans. Ah oui, Donc là, on passe un cap. ouais. Sauf que, comme vous le disiez, ça n'a pas été, dans l'inconscient, collectif, la bonne victime. Oui, parce que ça, c'est important aussi dans une cour d'assises, la personnalité de Complètement. l'accusé est très, très Voilà, importante. c'est-à-dire que dans 2 affaires différentes, vous pouvez avoir les mêmes faits, exactement les mêmes, et la sanction va être totalement différente en fonction de la personnalité de Mmh. l'accusé. Donc Alexandra Longe, comme vous disiez, une femme assez soumise Voilà, et là, Jacqueline soumise, Sauvage jeune, ouais, qui provoquait l'empathie, immédiatement. d'accord. Alors qu'à l'inverse, Jacqueline Sauvage était une femme âgée, Mmh. qui, était très taiseuse, un peu revêche. En tout Mmh. cas, c'est comme ça que la plupart des gens qui la voyaient, le ressentaient. Elle était chasseuse Ouais, et ça, on le pardonne assez peu aux femmes, alors que les hommes. parce que c'est ce que je vous disais, on attend d'une femme qu'elle soit, dans l'écoute, généreuse, bienveillante, La douceur, tout ça. Mmh. douce, gentille, infirmière, entre guillemets, voilà. Et bien, Jacqueline Sauvage, évidemment, n'était pas tout ça. Elle cochait pas les Non, cases. elle ne cochait Mmh. pas du tout les cases. Et donc, ça a été compliqué, pour les jurés, comme d'ailleurs pour, l'ensemble, des magistrats, de connecter, d'avoir un lien, avec cette Mmh. femme, et de considérer qu'elle était une victime. Mmh. Heu, on l'a vue tout de suite comme une tueuse. Ouais. On l'a vue comme une tueuse parce que 3 coups de fusil de chasse dans le dos, c'était pas pardonnable. Ouais, c'est Même différent. si on a mis en exergue, heu, tout son passé, de victime de violences conjugales, mais on n'avait pas de plainte. De la même manière d'ailleurs que pour Alexandra Lange. Oui, il y avait pas de traces juridiques, elle était victime de Aucune violences. trace. Il Ouais. y avait des témoignages, les Mmh. témoignages notamment de ses filles, parce que là, on passe aussi à un degré de violence intrafamiliale très fort, puisque les 3 filles, une a été agressée sexuellement, les 2 autres violées, Ah oui. et le fils
a été également victime de violences et de maltraitance physique de la part de son père. Donc c'était toute la famille qui était sous Toute la l'emprise de cet homme. famille était Ouais. totalement impactée. Alors, je ne dis pas que dans l'affaire Alexandra Lange, il n'y avait pas eu des violences sur leur fille, notamment, ce qui avait d'ailleurs déclenché aussi la dispute qui a conduit au passage à l'acte d'Alexandra Lange, mais ce n'est pas le même degré de violence. Donc, on a un contexte dans l'affaire de Jacqueline Sauvage où on monte d'un cran, c'est-à-dire on passe vraiment à des violences intrafamiliales. Et on a un profil de femmes victimes, certes d'accusées, mais de victimes, un profil très différent et qui passe pas. Donc à tous les niveaux, tout était plus difficile pour vous, en fait. Tout était beaucoup plus difficile. Et nous, on arrive dans ce dossier, comme vous l'avez compris, en appel. Oui. Puisque comment les filles et comment Jacqueline Sauvage ont décidé de nous confier la défense de leurs intérêts, en tout cas pour Jacqueline, c'est lorsqu'elles nous ont vus intervenir dans les médias. Oui. Et de surcroît, on a effectivement écrit à Jacqueline Sauvage en détention simplement pour lui marquer notre soutien et lui dire qu'on comprenait son geste, en tout cas qu'on estimait qu'eu égard au contexte dans lequel elle avait vécu avec cet homme, que c'était inévitable. Parce qu'à ce moment-là, votre associé et vous ne savez pas du tout qu'elle veut faire appel de sa condamnation. Non, pas encore. D'accord. Oui. Pas encore. Et très vite, évidemment, elle parlait à ses filles, elle les voyait, puisque, en fait, il faut savoir aussi la différence, c'est qu'en première instance, elle a comparu libre lorsqu'elle a été condamnée à 10 ans de réclusion. D'accord. Et ensuite, en appel, elle était détenue, forcément, puisqu'elle avait été condamnée. Ça a d'ailleurs été beaucoup plus compliqué aussi, parce que autant Alexandra, c'était plus facile de la voir puisqu'elle n'était pas détenue. Alexandra, elle est sortie. Oui, elle est sortie très rapidement. Et on sait qu'une accusée qui bénéficie du fait de ne plus être en détention lorsqu'elle comparaît devant une cour d'assises, eh bien, psychologiquement, c'est un atout. Oui, parce qu'on se dit, on ne va pas remettre quelqu'un qui était en prison en liberté. Et puis, si on l'a libérée, c'est que, somme toute, elle n'est pas si dangereuse que ça. Ah oui, en fait, il y a tout cet aspect psychologique qui compte énormément. En fait. Donc, en fait, si vous voulez, pour l'affaire de Jacqueline Sauvage, tout était verrouillé. Elle était verrouillée, elle était sous verrou, et il n'y avait pas de possibilité de lien et de compassion de la part ni des jurés ni des magistrats, puisque tout était verrouillé. Donc, le lien, le fluide, l'humanité ne passait pas. Et vous, quand vous la rencontrez, quelle est l'impression qu'elle vous donne? Vous la rencontrez en détention? On la rencontre en détention. Et lorsqu'on sort de la cellule, on se regarde avec mon ex-associé, on se dit « ça va pas être facile ». Oui, parce que vous avez tout de suite senti, justement, comme vous disiez, ce blocage. Tout de suite. Ouais. Et en fait, on a rencontré comme un animal blessé, recroquevillé au fond de sa tanière, qui ne fait plus confiance à personne et qui vous regarde d'une manière inquiète et légèrement agressive. Oui, elle a perdu confiance. Totalement. Bah oui. Elle a mal, elle a peur et elle a plus confiance. Donc comment vous appréhendez ça? Comment vous appréhendez ce dossier finalement? Alors on se dit que pour qu'on comprenne Jacqueline, il va falloir qu'elle s'ouvre. Et comment faire pour atteindre cet objectif? On a l'idée de lui faire écrire son histoire sur un petit cahier.
D'accord. puisqu'elle n'arrive pas à parler. Peut-être qu'avec l'écriture, ça va aller mieux. Donc, on lui demande de se rappeler, de se souvenir de l'ensemble des violences dont elle a été victime tout au long de sa vie conjugale. Donc Et ça va 47 ans. voilà, et ça va Oui. l'aider. Et ça va nous aider, parce que c'est une trame. Toute la chronologie de ce passage à l'acte annoncé, finalement, qui était inéluctable. Ça ne pouvait que mal se terminer. C'était elle ou lui, en fait. Ah, mais totalement. Ouais. C'était la logique. Et malheureusement, c'est la logique dans tous les féminicides. Il y a des marqueurs, très clairement. Et donc, ça a été effectivement à l'inverse de l'affaire d'Alexandra Lange, très difficile. Là aussi, j'ai souhaité plaider la légitime défense en m'inspirant d'une affaire connue donc au Canada, où une femme dans les mêmes circonstances, c'est l'affaire Lavallée, Angélique Lavallée, qui, dans les mêmes circonstances, alors qu'elle était victime de violences conjugales depuis des années, un soir, une énième dispute, et elle sort un fusil de chasse et elle tire 2 coups dans le dos de son conjoint. Oui, donc des faits très similaires. Très similaires. Et cette femme va bénéficier d'un expert judiciaire qui est extrêmement compétent et novateur et qui va évoquer le syndrome de femme battue. D'accord. Dont on n'avait pas encore entendu parler en du France. tout. Ouais. Ah bah du tout. Ouais. Et surtout que c'était en 1999, Ah oui. cet arrêt. Ah oui, donc c'était C'était hyper novateur pour l'époque. mais Ouais. non, mais voilà. Et je me dis, mais les Canadiens ne sont pas, ils sont pas moins intelligents et plus stupides que les magistrats français. Et j'ai trouvé cette notion vraiment extrêmement intéressante. Cette notion, en fait, c'est de définir qu'il y a un ensemble de signes cliniques qui ne permettent plus à une femme de penser raisonnablement comme vous et moi. Et qu'en fait, dans leur psychisme, elles n'ont d'autre alternative que de tuer celui qui va les tuer. Et qu'elles n'ont d'autre choix que de prendre cette décision. Donc, en fait, elles ne raisonnent plus, ces femmes-là, qui ont été battues pendant des années et des années, elles ne raisonnent plus comme vous et moi. On peut dire qu'elles sont en état de danger de mort permanent, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'elles sont, en fait, elles sont aussi, du coup, en état de légitime défense permanent. Oui, bah forcément par ricochet. Voilà, par ricochet. Et donc, c'était l'objectif, c'était de démontrer que des phénomènes psychiques ont fait que cette femme n'a pas du tout eu l'intention de tuer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réfléchi, qu'elle a agi de manière automatique. Parce que sa vie était plus qu'en danger, sa survie dépendait de sa réaction. Oui. Ce qui était compliqué dans l'affaire de Jacqueline Sauvage, c'est qu'on avait les 2 critères qu'il fallait démontrer dans le cadre de la définition de la légitime défense. Oui, c'est-à-dire que c'était ni instantané ni proportionnel. Voilà, exactement. Alors, concomitant instantané, on a réussi à démontrer que dans la jurisprudence, on dit que les 2 actions, l'acte d'attaque et l'acte de défense, doivent être faites dans le même temps. Mais dans le même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une petite nuance, ça peut être plusieurs minutes. Et on a réussi à démontrer tout de même, parce qu'il y avait aussi une problématique de temps, qu'en réalité, elle avait saisi l'arme quelques minutes avant de tirer, et juste avant, elle a saisi l'arme quelques minutes avant que
Norbert Marot ne la violente. Parce qu'on avait aussi un acte d'attaque qui a été démontré au procès. Il y avait 3 jours d'ITT, c'est-à-dire qu'il a fait irruption ce jour-là dans la chambre alors qu'elle était en train de dormir. Il a cassé la serrure. Il est rentré brutalement dans la chambre. Il l'a saisie à la gorge par sa chaîne. Il a cassé la chaînette qu'elle avait autour du cou et il lui a fendu la lèvre. Ouais. Donc, il y a eu une véritable agression très violente. Ouais. Et suite à cela, elle était complètement chancelante et elle saignait, elle était dans la cuisine. Lui a ouvert le frigo, il a pris une bière ou un whisky, je ne l'ai plus en tête, et il est allé cuver, parce qu'il avait déjà bu dans la matinée, il est allé cuver sur la terrasse où il était assis de dos. Et là, mettons quelques minutes plus tard, elle a vu l'arme qui était dans l'encoignure de la porte de la chambre. Elle l'a saisie d'une manière automatique, elle a tiré. Ouais. Sachant qu'il avait confisqué ses cartes de crédit et ses clés de voiture. Donc elle avait plus... En fait, elle était séquestrée. Elle ne pouvait plus rien faire. Non. Ouais. Et donc au procès, vous développez cette concomitance. Oui. Et pour la proportionnalité, ce que j'ai plaidé, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs ça a été démontré par les réponses de Madame Sauvage, elle ne voyait pas cet homme comme un être humain, mais comme un monstre, puisque on lui a demandé quelles étaient les mensurations et la taille de son mari, elle a dit, je crois, 1,85 m, alors qu'il ne faisait qu'1,72 m. Ah oui, donc en fait, elle ne le voyait pas tel qu'il était. Et donc la proportionnalité, finalement, pour moi, elle a été respectée quand elle a pris l'arme. C'est comme quand vous avez... en fait, ça a rajouté une possibilité pour elle de se défendre. L'arme, finalement, venait combler cette espèce de fragilité qu'elle avait, elle, et finalement, ils étaient à l'équilibre. Pour moi, c'était proportionnel. Parce que Jacqueline Sauvage, sans arme, devant cette personne qu'elle considérait comme un être presque surnaturel, hein, parce qu'on a aussi des témoins qui nous ont dit là où Norbert Marot passait, les arbres ne repoussaient pas. En fait, c'était un personnage qui faisait peur à tout le monde. Ouais, il était terrifiant. Il était terrifiant. Donc en fait, voilà, elle a saisi cette arme pour se donner... Imaginez, alors après on nous a dit, mais il était de dos. Mais de toute façon, il aurait été de face, elle aurait été paralysée. Donc, à un moment donné, il faut se poser cette question, parce que vous avez une définition de la légitime défense qui, si on respecte chaque terme et chaque critère, est inapplicable pour les femmes victimes de violences conjugales. Oui, parce que déjà, en termes de physique, c'est pas la même force. Mais bien sûr, puisque en fait, cette définition... elle a été rédigée, cet article a été rédigé dans le cadre de rixes entre 2 hommes. Oui, donc c'est inapplicable pour les femmes. C'est inapplicable pour les femmes victimes de violences conjugales. Ouais. Qui plus est pour celles qui ont connu des violences pendant des années. Ouais. Et là, on était au summum, puisque Jacqueline Sauvage, c'était 47 ans. Oui, puis il y avait une emprise aussi qui se met en place, psychologique, totale. Au-delà du physique, il y a le psychologique qui rentre en compte. Ouais. Alors, après, il y a eu tous les arguments possibles et imaginables de dire, mais vous vous rendez compte, elle a coursé sa rivale avec une arme. Mais il faut voir aussi dans quel contexte, c'est-à-dire cette femme, elle a tout accepté, elle a tout sacrifié, et elle a un conjoint qui lui dit... tu n'es rien, tu sais même pas faire l'amour, entre guillemets. Moi, avec celle-là, je m'éclate, je fais ceci, je fais cela. Oui, elle a fait ça parce qu'elle aussi, on a pu dire, mais elle aurait pu, c'était une bonne raison de le quitter. Mais c'est méconnaître ce que c'est que l'emprise. On ne peut pas quitter un homme. Il est votre vie. Et même si c'est une vie de malheur et de souffrance, on ne connaît rien d'autre. Donc si en plus elle pense
qu'il a une autre femme et qu'elle a tout sacrifié pour cet homme, oui, elles se sont en danger aussi. Ouais. Oui, c'est des choses c'est indispensable de les prendre en compte en fait pour comprendre Exactement, tous les l'affaire. mécanismes Ouais. psychiques qui sont à l'œuvre lorsque ces femmes passent à l'acte. Et donc, le jour du procès, donc vous plaidez la légitime défense. Oui. Que requiert l'avocat général? Mais la même chose qu'en première instance. D'accord. Il requiert 10 ans de détention. Il requiert la confirmation de la condamnation de première instance. Et 10 ans, ça tombe comme un coup de massue parce qu'il faut savoir aussi que quand c'est une peine égale ou supérieure à 10 ans, eh bien, il y a une peine de sûreté de la moitié. D'accord. Ça veut dire qu'elle ne peut pas demander de libération anticipée tant qu'elle n'a pas fait la moitié de sa peine. C'est-à-dire qu'elle est en détention pendant minimum 5 ans. Minimum 5 ans, d'accord. Et donc, elle est condamnée à 10 ans. Oui. Et vous, à ce moment-là, comment vous le prenez à Très l'annonce mal, du verdict? Oui, très mal. Ouais. On a le sentiment que la société n'est pas prête, qu'ils n'ont rien compris, que de toute façon, ce procès n'est pas un procès équitable, puisque les experts, tant judiciaires, psychologues, psychiatres, que légistes la concernant ne sont pas venus. C'est-à-dire que les examens qui ont été faits, examens de sang, parce qu'il avait été question du fait qu'elle avait pris du Stilnox, et il y avait un rapport de l'expert en question qui prétendait qu'il n'avait rien retrouvé en termes de substances dans le sang, etc. Donc, toutes les questions qu'on pouvait poser aux experts et qu'on souhaitait poser aux experts pour démontrer que les rapports étaient ni faits ni à faire, on ne pouvait pas le faire. Bah oui, puisqu'il n'était pas là. Et vous connaissez ce qui se passe en cour d'assises, c'est-à-dire que le président donne lecture de ces rapports qui sont hyper fastidieux et d'une manière monocorde. Les jurés ne comprennent rien. Oui, parce que c'est bourré de termes très techniques. Évidemment. Oui. Et donc, évidemment, le procès nous a échappé, puisque nous n'avions aucun expert et on ne pouvait poser aucune question. Ce qui est lamentable dans un procès où l'aspect psychologique est fondamental. Tout à fait, oui. En première instance, vous savez s'ils avaient été entendus, les experts? Alors, je ne me rappelle plus vraiment, Ouais. mais je pense que non plus. Il y en avait peut-être 1 sur 3, mais il en manquait également. Et ça, c'est un scandale absolu, parce que là aussi, on touche du doigt la problématique de la justice en France, c'est que comme les experts sont extrêmement mal payés, eh bien, ils ne veulent pas. Ah oui, puis là, peut-être qu'ils se disaient ça vaut pas le coup, je sais pas, hein, peut-être qu'il y avait des... Et de dire, évidemment, on nous a en plus reproché le fait de ne pas avoir fait témoigner nos experts. Parce que quand ça arrange, il faut fonctionner comme aux États-Unis. C'est-à-dire que après, c'est la défense qui doit finalement faire citer des médecins, mais qui n'ont pas vu forcément Jacqueline Sauvage, parce qu'elle était en détention. Donc, en fait, on nous reproche et on nous le dit au dernier moment, et on nous prend en otage en nous disant bah, vous avez qu'à faire citer un expert, et on était déjà au deuxième jour, voire troisième jour du procès. Et de surcroît, la vidéoconférence de toute façon ne fonctionnait pas. Donc, on ne pouvait même pas, ils ne pouvaient même pas témoigner à distance. Et dernier sujet, on nous a dit, ah ben très bien, vous ne pouvez pas finalement faire auditionner un médecin choisi par vos soins, bien vous n'avez qu'à demander un renvoi. Mais renvoyer une telle affaire avec la cliente qui est déjà en détention. Mais est-ce que vous vous rendez compte du chantage ? C'était vraiment incroyable. Et quand on est allé dire au président, parce qu'on doit évoquer nos arguments de défense pour qu'elle puisse poser les bonnes questions aux jurés pour qu'ils y répondent. Et quand on est allé voir la présidente pour lui dire qu'on allait plaider la légitime défense, on a été regardés comme si nous étions des folles furieuses. Oui, inimaginable. Et je pèse mes mots. Et de la même manière, comme on savait que c'était aussi une affaire touchy
mais très importante, sur les violences intrafamiliales. On avait appelé la presse pour qu'ils viennent aussi relater ce qui s'était passé. Et on avait vraiment le sentiment qu'au moins, on allait faire baisser le quantum de la peine. Pas du tout. Même pas. Échec et mat. Ouais. Enfin, mat, non, puisque nous n'avions pas dit notre dernier mot. Mais en tout cas, échec cuisant, même peine qu'en première instance. Et il y a eu plusieurs livres qui ont été faits par la suite sur l'affaire de Jacqueline Sauvage. Et ce qui m'a étonnée, c'est que Chevalier, Monsieur Chevalier, qui était donc l'avocat général dans le procès de Jacqueline Sauvage, a indiqué à des journalistes, les avocates m'ont dit on n'en restera pas là. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et en fait, moi, je ne me souvenais plus du tout Ah oui. qu'on avait dit ça à monsieur l'avocat général. Et dans notre esprit, soyons très clairs, si on a pu évoquer cela, c'est parce que nous voulions évoquer et déposer une requête en relevé de sûreté. D'accord. C'est-à-dire qu'on voulait faire sauter le verrou de la sûreté pour qu'elle puisse au moins demander une libération dans des délais raisonnables. Ouais, Voilà. ouais. Et en fait, donc, il y a une procédure judiciaire qui existe, qu'on a faite d'ailleurs, qu'on a faite. Et loin de nous encore l'idée d'une grâce quelconque. Puisque moi, quand je suis sortie épuisée physiquement comme psychologiquement de ces assises, j'ai appelé un ami avocat, célèbre en son temps, qui malheureusement a disparu, qui est Maître Liénard. Et je lui ai dit, écoute, c'est catastrophique, qu'est-ce que tu en penses? Et en riant, il m'a dit, il y a bien la grâce. Mais bon, voilà, c'était une boutade. Oui, il n'y croyait même pas lui-même. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et vous, ça a germé dans votre esprit? Non, Pas non. tout de suite? Très sincèrement, Ouais. pas du tout. Je l'ai pris vraiment comme une joke. Ouais. Vraiment. C'est par la suite, lorsqu'on a vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Les gens étaient... Excusez-moi de vous couper, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Vous êtes un peu éloigné? En ce qui me concerne, Ouais. Moi aussi, ou ça va? Rapprocher le micro de table. Enfin, le micro de table. Ok. C'est très bien. C'est bon? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a eu un espèce de tsunami qui a pris comme un tsunami, comme une tornade. On ne sait pas vraiment d'où c'est venu. Certaines jeunes femmes qui revendiquaient des droits pour les femmes, je dirais même pas féministes, parce que c'était franchement, c'était pas encore très professionnel. Ouais. C'est comme ça, des petites voix qui ont fait étincelle et le feu a pris. Les gens qui sont indignés parce que c'était une Voilà, situation qui était... indignation. Et de fil en aiguille, on a eu d'abord la société civile, ensuite on a eu un comité de comédiens, comédiennes, artistes, et on a eu également des élus, des députés donc ça prenait et de des politiques. plus en plus d'ampleur Complètement. qui sont emparés de cette affaire. Exactement. Et vous assistez à tout ça. Comment vous reprenez un petit peu le relais Mais en fait, on a cadré les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde commençait... Il y a eu plusieurs pétitions. Il y a eu 3 pétitions. Il y a eu le comité de soutien des artistes. Et on s'est dit, il va falloir fédérer tout ça et cadrer et reprendre la main. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas demander la grâce en tant que telle, mais l'article 17 permettait à des membres, notamment de la famille de la condamnée, de solliciter cette grâce. Donc, on en a parlé aux filles de Jacqueline Sauvage. On a rédigé avec elles un courrier à l'intention du président. Elles ont signé ce courrier toutes les 3. Et on a joint à ce courrier l'ensemble des pétitions. Et on a fait porter ce pli
volumineux à la présidence. Et après, on a attendu. Et ça a pris combien de temps? Plusieurs mois, plusieurs Non, semaines? plusieurs mois, non. D'accord. Peut-être un mois, quelques semaines. D'accord. Ah oui, c'était relativement Quelques rapide. semaines et un jour, Mhm. en soirée, j'étais dans un train. J'allais rejoindre ma consoeur pour une affaire aussi délicate Mhm. de tentative de féminicide à Draguignan. Donc j'étais dans un train. J'étais en train de prendre un sandwich et mon téléphone sonne, dans le train en plus. Ouais. Donc j'étais un peu gênée parce qu'il y avait la sonnerie. Et il était tard, hein, il était bien 21h. Ouais. Et normalement, j'aurais dû éteindre le téléphone. Mais là, c'était à 21h un appel et un téléphone 01 quelque chose. Ouais, c'était pas anodin. C'était pas un portable. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être grave, parce que bon, on pense toujours à nos proches, Mhm. à un appel, je sais pas, d'une gendarmerie, d'un hôpital. Et donc, je décroche. Et j'entends Maître Tomasini, c'est la présidence. Et ça coupe. Parce que vous avez plus de réseau dans le Ah train? oui, je suis dans Ah le oui. train. Donc, vous imaginez l'émotion qui est la mienne Ouais. lorsque j'entends ça. Et je ne peux pas rappeler parce qu'il n'y a plus de réseau. Ah oui, donc là, vous deviez être bouleversée à ce Ah, moment-là. mais totalement. Ouais. Et de nouveau, ça rappelle. Je reprends le téléphone et je dis allô, allô. Et j'entends, ça y est, on l'a, on l'a, on l'a. Donc là, vous avez compris tout de suite que... Et donc, je ne sais plus qui c'était. Si c'était la communication de l'Élysée ou quelqu'un d'autre. On me dit, écoutez, voilà, maître, le président souhaiterait rencontrer votre cliente, vos clientes, en parlant des filles. Oui. Il faut qu'on trouve à la fois une date qui convienne à vos clientes, à vous-même et au président. Mhm. Et je me dis en moi-même, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fou ce qui se passe. Ouais. Et je dis, bien sûr, etc., etc. Bon. L'appel est assez court. Donc, j'arrive, évidemment, je développe ça à mon associé. Et comme il était tard, on met, je pense, un message aux filles de Jacqueline Sauvage en leur indiquant qu'on a une réponse du président et qu'on va mettre ça au point dès demain. Voilà. Et par la suite, il va y avoir cette entrevue complètement incroyable avec le président de la République qui va nous recevoir. C'était François Hollande à ce moment-là, c'est Et bien c'était ça? François Hollande, tout à fait. Et il vous reçoit avec les filles de Jacqueline Sauvage? Oui, nous deux, les filles de Jacqueline Sauvage. Il y avait certains membres, comme une juriste dans son cabinet et d'autres. Donc, on est reçus à l'Élysée. Donc, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Un moment très, très fort, inoubliable, hein, en fait. Et on ressort et on a devant l'Élysée une foule compacte, parce que tout le monde, évidemment, a appris que François Hollande recevait les filles de Jacqueline Sauvage. L'entretien se passe extrêmement bien, de façon très bienveillante de la part de François Hollande, qui prend vraiment le temps d'écouter chacune des filles de Jacqueline Sauvage. Il semble très à l'écoute, très impacté par l'histoire familiale. Et on se dit en nous-mêmes, c'est pas possible qu'il en reste là. C'est impossible. On peut pas faire venir des quatre coins de la France 3 femmes en pleurs, en désarroi total,
à les écouter comme ça pour ne rien faire. C'est impossible. Oui. Donc, on se dit, il va faire quelque chose. Quoi? On ne sait pas, mais il va faire quelque chose. On en est convaincu. Et là, c'est assez rapide. Hein. C'est-à-dire que en 48 heures, suite à cette entrevue, on va avoir un appel de François Hollande directement au cabinet un dimanche. Je crois que c'était sûr. En tout cas, c'est moi qui vais le prendre parce qu'au début, c'est un chargé de communication de François Hollande qui m'appelle pour me dire potentiellement ce qu'ils vont faire. Et tout d'un coup, il me dit « Je vous passe le président ». Donc, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, c'était pour moi, et je pense pour n'importe quel confrère, assez fou, assez ubuesque, voilà. Et c'était assez drôle en soi parce que François Hollande me dit... alors moi, je lui donne mes disponibilités aussi en fonction d'un agenda qui était quand même assez rempli. Et il me dit non, mais là, ça va être compliqué. Parce que j'ai quand même le rendez-vous avec le président, il me cite un pays, je ne sais plus lequel, mais c'était très humble en fait. C'est comme si moi je disais j'ai une audience demain, lui il me disait j'ai rendez-vous avec le président, c'est fou. je sais pas, je dis n'importe quoi, du Danemark ou autre. Et donc finalement, on convient de se voir. Entre-temps, donc lors de cet entretien téléphonique, il m'avait dit « Je vais faire quelque chose pour votre cliente ». D'accord. Donc là, vous étiez assurée que... et on commence à parler un peu juridiquement parlant, en fait. Et on commence à parler juridique. Et il nous explique qu'il ne peut pas non plus aller totalement à l'encontre de la décision qui a été rendue. D'accord. Mais qui va faire une grâce partielle pour permettre ensuite aux magistrats de prendre leurs décisions. C'est-à-dire que suite à la grâce partielle qu'il va prononcer, il va y avoir un stage donc, qui va être effectué par notre cliente avec des expertises poussées, psychologiques, psychiatriques, etc., pour permettre ensuite aux magistrats d'estimer que notre cliente est en capacité d'être remise en liberté, c'est-à-dire que la grâce partielle va permettre de faire lever le verrou de la peine de sûreté. D'accord. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais précédemment indiqué, lorsque un individu est condamné à une peine égale ou supérieure à 10 ans, il doit faire la moitié de sa peine. Et là, la grâce partielle permettait d'évacuer cette peine de sûreté. Donc elle pouvait demander la liberté à n'importe quel moment. C'est ça. D'accord. Mais ça restait à la main des magistrats. Oui. Parce qu'il fallait argumenter sur le fait qu'elle était prête à être libérée. Et il y a plusieurs critères. Donc, en fait, à la fois, et c'était assez intelligent, il ménageait Jacqueline Sauvage, donc la victime, mais aussi la condamnée, et il ménageait le pouvoir judiciaire, puisqu'il ne doit pas, logiquement, y avoir d'intrusion du pouvoir exécutif et politique dans le judiciaire. Oui, forcément. Et puis, voilà. Il ne remettait pas totalement en cause la décision de justice. Exactement. Il laissait la main aux magistrats. Et donc, qu'est-ce que cette grâce partielle donne finalement ? Eh bien, la problématique, c'est que la grâce partielle est prononcée par François Hollande. Pour nous, c'est déjà une très grande victoire. Ouais, ça prouve quelque chose. Absolument. Mais on n'est pas
au bout du chemin. Ouais. Oui, il faut encore que les magistrats se prononcent. Voilà. Et on travaille d'arrache-pied. On a une première décision qui nous dit ben non, elle n'est Oui. pas du tout prête. Elle n'est pas du tout prête puisque, en fait, le paradoxe, c'est qu'ils estiment qu'elle n'a pas suffisamment intégré la gravité de son geste parce que, justement, elle a été condamnée il y a peu de temps. Donc, elle n'a pas eu le temps suffisant de l'introspection et de la remise en cause. Mais c'est totalement ubuesque. Bah oui, parce que c'est le principe. Enfin, Et en plus, elle le dit avec ses mots. Elle dit qu'elle a tué un homme et que c'est grave. Mais c'est vrai qu'elle ne le regrette pas. bah oui, Elle c'était lui ou elle, Bah, de toute façon. voilà, Ouais. donc en fait, ils veulent lui faire dire quelque chose qu'elle est incapable de dire par rapport à son histoire. Ouais. Et donc, les magistrats décident que non, Elle doit rester en détention. elle doit rester en détention, qu'elle n'est pas prête. D'accord. On fait appel. Et la cour d'appel confirme. Ouais, donc là, tout le monde est contre elle, en fait. Et contre donc, François Hollande devrait s'incliner devant la décision des magistrats. Mais en même temps, un président peut-il quand même accepter d'être désavoué par les magistrats? Lui, il a estimé que la place de Jacqueline Sauvage n'était pas en détention et les magistrats qui font un bras de fer, parce que le problème là-dedans, c'est que Jacqueline Sauvage, c'est plus sujet. Oui, là, c'est un rapport de force entre... C'est un rapport de force entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ouais. Et donc, c'est ça qui est terrible. C'est que Jacqueline Sauvage est de nouveau victime. Elle se retrouve au milieu de ça. Exactement. Ouais. Mais c'est pas possible. Ouais. Et donc, on se dit, non mais... Parce que on sait qu'il va pas se représenter. À l'époque, il va pas briguer un nouveau mandat. Et on se dit, il a plus rien à perdre. Ouais, donc... Au niveau électoral, il n'a plus rien à perdre. Ouais. Et il ne va pas se laisser marcher sur les pieds par les magistrats qui sont là à triompher. Et comme je vous le dis, le pire, c'est que Jacqueline Sauvage n'est plus le sujet. Alors qu'il n'est question que d'elle, en fait. Exactement. Ouais. Et cette femme, finalement, est victime depuis sa naissance. Et elle reste victime. Et elle va mourir en victime, en détention. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que chaque coup de poignard d'une décision injuste lui enlève des jours de vie à cette femme. Parce qu'elle est impactée très lourdement. Vous la voyez pendant ce bien temps sûr. Et elle vous paraît de plus en plus... D'ailleurs, elle ne voulait pas faire appel. Ouais, elle s'est dit... Elle ne veut plus. Elle a dit, c'est pas grave, je vais finir ma peine en détention. Et heureusement qu'on a réussi à la convaincre. Et donc voilà, ça s'est passé de la manière suivante, c'est que l'anniversaire de Jacqueline Sauvage arrive, c'était en décembre, il y a les fêtes de Noël, et on se dit, non mais là, elle va pas passer Noël en détention, c'est pas possible. Ouais. Ça faisait moins d'un an qu'elle était en prison ? Oui. D'accord. Et puis on tente d'appeler le secrétariat de la présidence pour avoir des nouvelles, etc. On n'a toujours rien. Et un jour, j'ai un appel téléphonique. En plus, c'est mémorable parce que ça se passe alors que mon père vient de décéder. Et j'ai un appel téléphonique, on est réunis avec la famille et c'est déjà pas drôle. Et j'ai un appel de la présidence et de l'Élysée. En fait, j'avais enregistré le numéro. D'accord. Et j'avais mon téléphone portable qui était à plat et je vois présidence de la République s'afficher. Et là, je prends et je m'effondre en larmes. Parce qu'au bout du fil... Trop d'émotions. Ouais.
parce qu'on me dit Jacqueline Sauvage va être libérée, je voulais que vous soyez la première à le savoir. C'est éminent. C'est éminent, c'est tout de suite. D'accord, ouais. Et là, je m'effondre en larmes, c'est trop d'émotions. Ouais, d'un coup, là. D'un coup, d'un seul. Donc, en même temps, bon, à titre personnel, j'ai eu la chance que mon père puisse connaître et suivre mon parcours dans le cadre de cette affaire. Et ça a été très important aussi pour lui. Et j'en étais très fière. Et le fait qu'il disparaisse, j'ai eu quand même cette récompense, parce que c'était très dur, et cette récompense de voir tout ce travail finalement aboutir. Et donc, il y a eu ce choc des émotions ce jour-là, et ça a été incroyable. Et donc, elle est libérée peu après. Dans les minutes qui suivent. Ouais. Et vous la voyez, enfin, Bah, vous l'avez au téléphone? Non, moi, je ne la vois pas parce qu'en fait, je suis en province. Ah oui, je suis à Grenoble avec ma famille compte tenu du décès de mon père. D'accord. Et je ne la vois pas, mais je suis sa libération sur les écrans de télévision, puisqu'on voit la voiture qui va avec ses filles et qui va la raccompagner chez elle. Et c'est des moments incroyables. Même quand je vous en parle encore aujourd'hui, j'ai des frissons. C'était exceptionnel. C'était incroyable. Une apothéose totale, un aboutissement de temps, de mois, à la fois de travail, de désillusion, et puis cette persévérance quand même qui nous a tenus et qui a fait qu'on y est arrivé. J'étais vraiment, vraiment très fière, là pour le coup, d'être française et de la France. Et du fait que, en fait, cette femme avait vraiment été reconnue comme ce elle aurait dû être toujours, c'est-à-dire comme victime. Et c'était une grande, grande victoire. Ouais. Vous avez gardé contact avec elle après? Après un peu, mais vous savez qu'elle est décédée très peu de temps après, d'épuisement dans son sommeil. Ouais. Elle avait repris le cours de sa vie, elle vivait dans la maison du drame. Ah oui, d'accord. Okay. Elle est restée vivre dans la maison du drame parce que le cimetière où était enterré son fils, qui, on le rappelle, s'est pendu le jour du drame également, sans qu'elle le sache. En conséquence... Non, sans le savoir. Ah oui, d'accord. C'était pas... C'était concomitant, c'est par rapport à toutes les violences exercées par le père et le fait qu'il avait eu connaissance aussi du viol de ses sœurs. Ah ouais, donc c'était vraiment tragique. Une histoire incroyable. Ouais. Et donc, ça lui permettait d'aller voir son fils au cimetière tous les jours, accompagné de son chien qu'elle adorait. Et un jour, elle est morte dans son sommeil. Je crois que c'était à peu près 3 ans plus tard, suite à sa libération. Mais au moins, elle est décédée en liberté. C'est ce que j'ai dit lorsque on nous a demandé d'intervenir au niveau de la presse. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a aussi un antagonisme et une contradiction entre le tumulte de cette affaire et le fait qu'elle soit partie toute seule, sans bruit. Presque sereinement dans son sommeil. Dans son sommeil. Ouais. Elle s'est endormie. Et relativement rapidement après, vous avez une autre affaire. Oui, l'affaire Valérie Bacot. Voilà, toujours. En fait, c'est marrant, c'est qu'on a vraiment une continuité entre ces trois femmes. C'est un triptyque. Ouais. Un triptyque judiciaire, acquitté, gracié, libéré. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de l'affaire Valérie Bacot? Alors, Valérie Bacot, c'est aussi encore un contexte incroyable où on a tout dans cette affaire, puisqu'on va avoir bien sûr des violences, mais surtout on a un inceste, le fait que le beau-père de Valérie, qui était donc le compagnon de sa mère, va la violer très jeune, dès l'âge de 12 ans, lorsqu'elle rentre de l'école avec un rituel toujours le même.
Elle finit ses devoirs, elle prend son goûter et elle doit monter dans la chambre pour être finalement contrainte et violée par son beau-père. Et c'est un rituel qui va durer des années. Par la suite, une des sœurs de Daniel Paulette va se rendre compte que son frère a des attitudes particulières avec Valérie lorsqu'elle est enfant, en tout cas très jeune. Il l'assoit sur ses genoux en permanence, il la caresse et elle a en tête les mêmes comportements que ceux que ce dernier avait avec son autre sœur, laquelle avait été violée par Daniel Paulette à peu près au même âge que Valérie Bacot. Donc il a violé sa sœur Oui, et sa belle-fille. Exactement. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc, c'est une de ses sœurs qui va le dénoncer auprès du commissariat de police le plus proche. À la suite de ça, bon, je résume. À la suite de ça, Daniel Paulette va plus ou moins avouer. Donc la petite Valérie sera entendue. Elle aura beaucoup de mal à dénoncer les faits, mais elle va les dénoncer. Et Daniel Paulette va être condamné, non pas aux assises, puisqu'il s'agissait pourtant d'un crime, puisqu'elle a été violée. Et elle était mineure en plus. Et en plus, elle était mineure. Ouais. Mais il va être renvoyé dans un tribunal correctionnel. Et il va être condamné à 4 ans de détention, c'est-à-dire 3 fois rien. Oui. Par rapport aux actes et par rapport aux crimes perpétrés sur cette petite mineure. Et il était au correctionnel parce qu'à ce moment-là, la loi désignait le viol comme un délit et non comme un crime. Non, parce que ça a été requalifié. D'accord. En agression sexuelle Exactement. D'accord. Okay. Ça a été requalifié en agression sexuelle. Et donc, il a purgé sa peine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, dans le sordide et dans, on va dire, les négligences multiples de l'administration et de ce dossier, puisque la mère va obtenir un permis de visite à la fois pour elle-même, mais pour sa fille. C'est-à-dire qu'elle va emmener Valérie Bacot, qui a été violée par son compagnon, au parloir. On emmène donc une enfant violée voir son violeur. C'est lunaire. L'administration a accepté, tamponné le permis de visite avec le sceau de l'administration française, République française. Mais comment c'est possible? Eh bien, ça a été le cas. Ça a été le cas. Donc, dans ce dossier, d'ailleurs, ce qui est fou dans ce dossier, c'est que la mère de Valérie Bacot va emmener donc Valérie, l'enfant qui a été violée par son compagnon, au parloir. Donc, on a une enfant violée qui va aller voir son violeur régulièrement. Avec la bénédiction. Avec la bénédiction, évidemment, de sa mère. Ouais. Et de l'administration. Et de l'administration qui a autorisé tamponner République française le permis de visite de la petite. Incompréhensible, mais réel. Oui. Voilà. Et donc, Paulette, le beau-père, va entreprendre de nouveau une forme de séduction auprès de la petite. C'est-à-dire qu'il va lui dire « Oui, bon, mais tu sais que je n'aime que toi, tu es la plus belle. » Et Valérie Bacot est très jeune. Donc, elle lui écrit des lettres, ils s'écrivent des lettres, enfin, une catastrophe. Quelque chose qui est impensable. Et la mère cautionne tout ça. Et c'est fou parce qu'à l'origine, c'était son compagnon à elle. Oui, mais en fait, elle pense que c'est sa fille qui a séduit donc son compagnon. Et elle a un sentiment d'ailleurs de jalousie à l'égard de sa fille. Et en fait, elle emmène sa fille parce que Daniel lui demande. Ah oui. Et en fait, plutôt que d'avoir une dispute avec son compagnon,
Elle dit, parce qu'elle veut le voir, parce qu'elle est éprise de lui, et donc elle amène la petite, comme elle amènerait finalement des oranges ou un cadeau en détention. C'est extrêmement malsain. Ah ben, Enfin, totalement. pire. D'ailleurs, la mère, on va vraiment la bousculer à l'audience. Ah bah oui. Surtout que Valérie, il y aurait une plainte de déposer à l'encontre de sa mère D'accord. à l'époque du procès. Ok. Une plainte déposée pour... Enfin, sur quel chef? Pour justement non-assistance à personne en danger. Parce qu'en plus, donc, il purge sa peine. Oui. Et ce qui est fou, c'est qu'à la sortie, en sortant de prison, il retourne vivre sous le toit de Valérie. Daniel Paulette va retourner au domicile avec donc la mère de Valérie. Et Valérie, évidemment, vit là. Et rebelote, il va de nouveau violer Valérie qui va tomber enceinte. À 17 ans, donc. À 17 ans. Et sa mère ne va pas le supporter. Elle considère sa fille comme sa rivale. Elle la considère comme une prostituée, comme une sale fille, comme une Marie couche-toi là. Et elle lui dit de toute façon, tu restes pas chez moi, tu restes pas sous mon toit. Tu prends tes clics et tes claques et tu fais ce que tu veux, je veux plus te revoir. Et donc Valérie, elle connaît personne. Elle est complètement perdue. Et là, le Daniel Paulette sort le grand jeu. Chevaleresse qui lui dit « Mais ne t'inquiète pas, Valérie, je suis là. » Et donc, c'est comme ça qu'elle va se mettre à vivre avec son bourreau. Ah ben complètement. Et qu'il va même l'épouser. Ouais. Et lui faire 4 enfants. Et là, c'est des violences Et là, c'est quotidiennes. des violences à répétition sur Valérie, sur les enfants maltraités également. Ouais. Et les enfants aussi qui sont témoins des violences perpétrées par Daniel sur leur mère. Et pour couronner le tout, Daniel Paulette va prostituer Valérie Bacot sur des aires d'autoroute dans des conditions absolument sordides. Elle n'a pas son mot à dire. Elle doit s'exécuter. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'elle va... C'est dans ce contexte, la tension est extrême depuis plusieurs jours. Et un soir, il va y avoir un élément déclenchant. 2 éléments déclenchants. D'une part, Daniel Paulette veut qu'elle se prostitue avec un client particulièrement violent, adepte de sodomie violente. Et le même soir, lorsqu'elle apprend qu'elle va devoir faire cela le lendemain, le même soir, sa fille lui dira « Je ne comprends pas ce qu'a papa. Il est bizarre. Il m'a demandé comment j'étais sexuellement. » Elle avait quel âge, sa fille? Elle avait le même âge qu'elle à l'époque. Elle devait avoir... 12-13 ans. Oui, voilà, 13 ans. Et il me semble, il n'y avait pas une histoire aussi comme quoi il avait une oreillette et qu'il dictait à Valérie Bacot quoi faire. Tout à fait. Donc, en fait, on a ces 2 éléments, c'est-à-dire l'idée d'une passe, entre guillemets, avec un homme particulièrement violent, le fait qu'il ait quelque part voulu sonder sa fille sexuellement, et pour Valérie, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'après elle, sa fille va peut-être être prostituée par son père. Et ça, pour elle, c'est pas possible. Elle veut bien, elle n'est plus rien. Elle n'est là que pour que ses enfants deviennent majeurs, puissent se sortir des griffes de ce bourreau. Mais pour elle, sa vie est foutue de toute façon. Donc, elle est prête à tout accepter. Mais sa fille, ses enfants, on ne les touche pas. Et ça chemine dans sa tête. Et elle va préparer le sac où il y a tous ces ustensiles sexuels, les joujoux sexuels dont elle a besoin, ses tenues aussi, qu'il choisissait.
très sexualisée, moulante, vulgaire à outrance, qu'elle détestait, mais qu'elle était contrainte de mettre. Et elle se dit toute la journée, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, pas ma fille. Et là, ils se rendent au lieu du rendez-vous. Le client est en retard. Au moins 20 minutes de retard. D'accord. C'est important quand même de le préciser parce qu'il ne se passe rien. Hum. Et pourtant, dans le sac qu'elle a préparé, elle y a mis une arme. Oui. Elle y a mis une arme qu'elle prend généralement quand il s'agit de clients violents. C'est une arme à feu? C'est une arme à feu. D'accord. Qu'elle prépare d'ailleurs en accord avec Daniel Paulette pour pouvoir se défendre en cas d'agression, puisque c'est quand même une clientèle très particulière sur les aires d'autoroute et ils peuvent tomber sur des hommes extrêmement violents et ils ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, ils ont cette arme pratiquement en permanence et notamment lorsqu'il s'agit de clients pas forcément réguliers et connus pour être violents. D'accord. Donc, elle a mis cette arme. Alors, évidemment, on lui reprochera d'avoir prémédité son acte, etc. Et d'ailleurs, la préméditation va être retenue. D'accord. Bien évidemment, nous, on va plaider que pas du tout. Oui, bah oui, elle avait pris cette arme comme elle l'avait dit. Exactement. Et il va y avoir ce rapport avec ce client terrible. Elle va hurler, elle va pleurer, elle va saigner. Et lorsque le client mécontent va finalement quitter les lieux, Daniel Paulette va injurier Valérie en lui disant que c'est une moins que rien, qu'elle est même pas bonne à se faire entre guillemets baiser et qu'elle va recevoir ce qui lui est dû à la maison. Et là, il faut imaginer une Valérie Bacot toute fragile, toute menue, nue, saignant. C'est trop. Et cette image en tête en permanence de sa fille qui pourrait se retrouver à sa place. Et là, c'est pas possible. Et là, elle agit en pilote automatique, elle prend l'arme et elle lui tire une balle dans la nuque. Et Daniel tombe mort. Et donc là, je crois que ça va être un peu, pas reproché au procès, mais ça ne va pas jouer à sa faveur. Elle va demander à ses enfants de l'aider. Oui, pour enterrer le corps. Ouais. Pour enterrer le corps. Et par la suite, elle fera croire que Daniel est parti au Canada et qu'il a quitté la maison. D'accord. Et effectivement, elle va mentir. Mais elle va mentir, en fait, dans sa logique. Elle sait que, quelque part, elle a toujours pensé qu'elle allait être découverte, entre guillemets. Et puis, c'est même pas ça. C'est qu'elle a toujours pensé qu'elle irait se dénoncer. Mais elle voulait, avant tout, que ses enfants soient suffisamment autonomes pour pouvoir se débrouiller sans elle. Parce que si elle était condamnée et si elle partait en détention, qui allait s'occuper de ses enfants? En fait, elle a fait ça pas pour elle, c'était pour ses enfants. Exactement. Et de surcroît, après, c'est aussi ce qu'on a plaidé. Bon, il y a différentes thèses. Mais elle avait à l'époque un petit ami, entre guillemets, en la personne de Lucas. Et lorsqu'elle a appelé Lucas, lorsqu'elle a donc tué Daniel Paulette, elle voulait se dénoncer. Et c'est Lucas, finalement, qui lui a dit « Mais si tu te dénonces, tu ne verras plus tes enfants. » D'où ensuite l'idée d'enterrer le corps, de faire croire qu'il était parti à l'étranger pour qu'elle reste encore un peu avec ses enfants pour les amener à autonomie.
Voilà, c'est passé comme ça et effectivement, vous avez raison. Dans ce dossier, on a, ce qu'on n'a pas eu dans les 2 autres dossiers, Alexandra Lange et Jacqueline Sauvage. On a le sentiment, que cette femme, a été utilisée, comme une poupée gonflable et comme un pantin, que l'homme en question, son bourreau, donc Daniel Paulette, mettait en scène à sa guise, avec des oreillettes pour lui donner des ordres de positionnement, la façon dont il fallait faire tel acte, quel cri pousser, quel gémissement. En fait, il l'utilisait comme une actrice porno pour ses propres fantasmes à lui. Oui, c'était pas tellement une question financière de la prostituée. C'était les deux, mais c'était avant tout pour satisfaire son sadisme et sa perversion, puisqu'il regardait, par un petit trou qu'il avait fait dans la voiture, il regardait toutes les scènes qui en fait étaient des scènes de viol, puisqu'en fait elle a été contrainte de se prostituer. Oui. Et comment finalement elle arrive devant la justice ? Elle se dénonce ? Comment ça se passe ? Non. C'est la mère du fameux Lucas dont je vous ai parlé, qui en fait est jalouse de Valérie, parce que Lucas la considère aussi comme une femme, Valérie, comme une femme exceptionnelle. Il a des sentiments pour elle et sa mère, en fait, ne supporte pas ça. D'accord. Et à un moment donné, Valérie va se réfugier avec ses enfants chez Lucas. D'accord. Et la mère ne le supporte plus et elle entend une conversation entre Lucas et Valérie Bacot. Et forte de cette conversation, elle va dénoncer son propre fils et Valérie Bacot au commissariat de police le plus proche. Donc elle est inculpée pour assassinat, oui. Meurtre, d'accord. Oui. Et comment se passe l'audience ? Donc vous êtes amené à la défendre ? Oui, alors là, on va établir une nouvelle stratégie de défense. On ne peut pas plaider la légitime défense, très clairement. En revanche, on va plaider ce qu'on appelle l'abolition du discernement, puisque dans les expertises à la fois psychologiques et psychiatriques, et c'est la première fois, apparaissent très clairement l'évocation de la notion d'emprise et la notion de syndrome de femme battue. D'accord. Et dans ce cadre-là, et l'altération du discernement, qui entraîne de facto une circonstance atténuante de la responsabilité, donc de l'accusé. Donc moi, je vais surfer sur ces différentes notions et je vais évoquer le fait que le passage à l'acte, lorsqu'il s'est produit, c'est-à-dire le fait de tirer une balle dans la nuque de son bourreau par Valérie Bacot, finalement, il n'y a aucune intention de donner la mort, c'est simplement une explosion de la mémoire traumatique de cette victime. Qu'est-ce que ça veut dire, une explosion de la mémoire traumatique ? C'est qu'à un moment donné, il y a une énième violence qui n'est pas forcément plus forte que les autres, mais c'est au-delà de la possibilité de garder ça enfui. C'est-à-dire l'explosion de la mémoire traumatique, c'est une violence supplémentaire qui fait exploser. C'est le trop-plein, en fait. Voilà, c'est un trop-plein, c'est une cocotte minute et qui explose. Et ça s'est passé comme ça. Et là, pour le coup, elle a tiré en pilote automatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de raisonnement. Et tout ça, ça s'explique aussi par les violences conjugales et l'inceste, tous les traumas subis depuis des années. Oui, elle a connu ça depuis l'enfance. Quasiment depuis toujours, toute sa vie. Donc le fondement n'était pas le même, puisqu'on voit que pour Alexandra Lange, on a plaidé la légitime défense. Et on était encore dans le cadre de la définition légale telle qu'on la connaît en France de la légitime défense. Pour Jacqueline Sauvage, on a plaidé ce qu'on a appelé la légitime défense différée. Et pour Valérie Bacot, on s'est fondé
en tant que stratégie de défense sur l'abolition du discernement et l'explosion de la mémoire traumatique. Et au procès, comment c'est pris le... C'est pas trop mal pris. D'accord. La présidente d'ailleurs me dira, j'ai gardé précieusement toutes les pièces que vous m'avez communiquées sur l'explosion de la mémoire traumatique. La Cour aujourd'hui n'est pas prête à l'entendre, mais peut-être que dans les années futures, votre plaidoirie fera écho. Ça Donc, fera jurisprudence. donc voilà, j'étais très fière de cela. On a amené aussi l'expert judiciaire psychiatre à nous révéler qu'il ne pouvait pas évoquer l'abolition du discernement en se fondant sur ce qu'on appelle le syndrome de femme battue, parce que dans le lexique des experts judiciaires psychiatres, cette notion n'existe pas. D'accord. Donc, en fait, il est resté dans le cadre de ce qu'il pouvait faire et il a évoqué et souligné une altération du discernement de la part de chez Valérie Bacot. Et lorsque je lui ai posé la question, comment il pouvait distinguer l'altération de l'abolition, et il m'a dit, dans le cadre de mes fonctions et de ce qui est possible pour un expert judiciaire actuellement en France, je dirais que c'est une altération du discernement la plus haute qu'il m'ait été donné de constater. Donc, en fait, on est sur l'abolition du discernement. Mais il ne peut pas l'évoquer. Parce que l'abolition du discernement, ça voudrait dire justement qu'elle est irresponsable pénalement. Donc, elle ne peut pas être condamnée. Or, elle va être condamnée. Ouais. Mais elle va être condamnée à une peine. Elle va être condamnée, et là encore, ça a été réfléchi comme tel par la Cour et donc les jurés. C'est comme elle avait fait, donc, je crois, de mémoire, 18 mois de détention. Détention provisoire avant le procès. Voilà, avant d'être libérée. Là, pour le coup, c'est nous qui l'avons fait libérer, Valérie Bacot. Eh bien, ils lui ont donné une peine donc de détention et de prison qui permettait, en compensant la durée de la peine de détention provisoire et sa peine ferme, c'était une peine mixte, ferme et sursis, et ça lui permettait de sortir immédiatement. D'accord. Elle a été condamnée du coup à 2 ans, dont un ferme, c'est ça? Je crois que c'était... je sais plus, j'avoue. Je crois que c'était 3 ans, parce qu'en fait, les réquisitions étaient un peu plus lourdes. Et en définitive, je crois qu'elle a été condamnée à 3 ans, dont un ferme et 2 ans avec sursis. Et donc, en l'occurrence, comme elle a fait 18 mois de prison, elle sortait immédiatement. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Elle s'y attendait pas? Non. D'abord, elle n'a pas compris le verdict. Elle s'est tournée vers nous, on lui a expliqué. Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu les réquisitions donc de l'avocat général qui revenaient au même. La peine était plus lourde, mais le sursis était plus important. D'accord. Et donc, on lui a fait comprendre, après les réquisitions de l'avocat général, qu'elle allait sortir immédiatement. Elle a eu un malaise. Elle est tombée dans les pommes. Ah oui, tellement c'était inattendu pour elle. Ouais. Oui, elle a eu un malaise. Elle s'est tournée vers nous. Elle n'avait pas compris. On lui a expliqué. Elle a perdu connaissance. Et donc, nous plaidions après les réquisitions. Et donc, il y a eu une suspension, parce que, évidemment, les ambulances sont venues. Il y a eu le SAMU qui est intervenu, puisqu'elle avait perdu connaissance. Et la présidente a suspendu l'audience. Et enfin, ils ont estimé que son état était compatible avec la reprise de l'audience. Et nous avons donc plaidé. Et à la suite de ça, donc le verdict qui a été rendu par la Cour a été encore plus clément.
que les réquisitions du parquet, de l'avocat général. Et en réalité, la conséquence de ce verdict, c'était que Valérie était libérée. Elle est sortie libre du tribunal. Elle est sortie libre du tribunal, un moment de liesse incroyable où nous étions à ses côtés, comme si nous étions deux béquilles, puisqu'elle ne pouvait plus marcher, tellement qu'elle était épuisée à la fois physiquement et psychologiquement par le procès. Et à votre avis, pourquoi le nombre de victimes de féminicide est aussi important aujourd'hui? Alors, pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'absence de mesures drastiques. Certes, il y a eu des progrès. On s'est inspiré, mais très tardivement, du modèle espagnol. Oui. Que ce soit en termes de bracelets anti-rapprochement, que ce soit en termes d'ordonnances de protection et autres. Mais aujourd'hui, et j'espère que ça va changer avec notre nouveau ministre de la Justice, depuis très longtemps, je préconise à la fois en amont une formation réelle, mais à tout point de vue, c'est-à-dire une formation à la fois des professionnels de la justice, mais pas que, une éducation au sens large des enfants dès la maternelle jusque dans les universités sur les rapports hommes-femmes et sur les violences intrafamiliales. On en parle beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas encore le cas. Oui. Donc, en amont, travailler aussi sur tout ce qui est véhiculé par la culture, par les films, les bandes dessinées, les spectacles, pour essayer d'éradiquer des rapports hommes-femmes extrêmement patriarcaux, avec un rapport de domination et de soumission. Bon, donc déjà travailler en amont. Et enfin, une radicalisation des sanctions. Je dois dire qu'on n'y est pas encore. Le compte n'est pas le bon, mais on a fait des progrès puisque les dernières décisions que j'ai pu obtenir sont bien plus... en termes de quantum sévère qu'auparavant, dans un double féminicide que j'ai eu à plaider. L'auteur a été condamné à perpétuité. En fait, moi, je prône pour que tous les féminicides, on puisse évoquer et condamner ces auteurs à une perpétuité réelle avec des peines planchées de 30 ans. D'accord, donc le maximum en fait qu'on peut donner. Le maximum, ouais. parce que quoi qu'on en dise, alors il y a certains détracteurs de cette notion qui est la notion de dissuasion dans le cadre de peines sévères. Moi, je pense qu'il faut avoir tout un panel pour éradiquer ce fléau. Oui. Il ne faut pas être dans la demi-mesure. Il ne faut pas être dans la compréhension. Il faut sanctionner, il faut bien sûr prévenir, c'est fondamental pour changer la société. Mais à partir du moment où on a des individus qui sont de toute façon irrécupérables, parce que ce sont des personnages qui ne se remettent jamais en cause, et lorsque précisément on a des experts psychiatres, et ça a été le cas dans l'affaire du double féminicide que je vous citais, le psychiatre a dit « cet homme ne se remettra jamais en cause parce que sinon il y aura effondrement psychique le concernant ». Donc à partir du moment où il y a un risque de récidive, une absence de remise en cause, la seule solution, c'est la perpétuité. Parce qu'il va recommencer quoi qu'il en soit. Bien sûr. Ouais. Et il est préférable de sauver des victimes plutôt que des auteurs. Mais malgré tout ça, vous êtes assez optimiste sur l'avenir? Il faut. Ouais. Il faut l'être, parce que je suis là aussi pour donner de l'espoir à mes clientes et à celles qui viennent me consulter dans mon cabinet. Et je leur dis toujours, si vous avez au moins une chance de vous en sortir, au moins une, même sur 1 million, ne baissez pas les bras, il faut saisir cette chance-là. Donc, même si le chemin est encore long, on est dans la bonne direction. D'accord.
Bon, c'est plutôt positif. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, maître, Merci. pour votre temps. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis si vous ne voulez manquer aucune autre interview, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Nouveau Détective.